Merci de votre fidélité. 20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette principale édition. Les titres, c'est tout de suite. L'ordonnance qui le plaçait sous bracelet électronique révoqué, Pape Malick Ndour s'est vu finalement décerner un mandat de dépôt par la chambre d'accusation du pôle judiciaire financier, sauf pourvoi en cassation par ses avocats. Le coordonnateur national de la convergence des cadres républicains pourrait être incarcéré. Il est mis en cause dans l'affaire Prodac et soupçonné de malversation dans la gestion des fonds de ce programme. Bientôt l'intégration de nouveaux ménages dans le programme national de bourse de sécurité familiale. Les nouveaux bénéficiaires issus du registre national unique se verront attribuer une aide établie selon de nouveaux critères d'équité mais aussi d'efficacité. Scandale de faux extraits de naissance à Marsassoum, une affaire qui met à nu des failles dans la gestion de l'état civil. Révélation faite par le patron de l'Agence nationale de l'état civil, vous l'entendrez dans ce journal. Enfin, le Sénégal dans son ensemble suspendu au verdict de la commission de discipline de la CAF. Dans le viseur de la CAF, le sélectionneur Pape Bouna Thiaw, des joueurs Ismaïla Sarr et Iliman Ndiaye. L'équipe nationale pourrait toutefois échapper à de lourdes sanctions. C'est la conviction d'Hubert Meng, directeur de publication du journal Record, que vous entendrez avant la fin de cette édition. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. Un journal que nous ouvrons tout de suite avec le sort de Pape Malick Ndour qui a basculé ce mardi, saisi à la suite d'un appel du parquet. La chambre d'accusation financière du pôle judiciaire financier a annulé l'ordonnance ayant placé l'ancien ministre de la Jeunesse sous bracelet électronique pour lui substituer un mandat de dépôt. La décision rendue après examen du recours introduit par le ministère public remet en cause l'ordonnance initiale prise par le président du Collège des juges d'instruction financiers. En conséquence, Pape Malick Ndour est désormais sous le coup d'une incarcération imminente, sauf éventuel pourvoi en cassation selon ses avocats. Cette évolution intervient dans le cadre de la procédure liée au dossier Prodac, une affaire portant sur les soupçons de malversation dans la gestion des fonds du programme des domaines agricoles communautaires. Initialement placé sous bracelet électronique, Pape Malick Ndour bénéficiait d'une mesure alternative à la détention que le parquet a jugée insuffisante au regard de la gravité des faits poursuivis et des enjeux financiers du dossier. L'appel introduit par le ministère public a finalement été suivi par la chambre d'accusation financière. Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a procédé à l'inauguration de la raffinerie d'huile alimentaire Mavamar implantée à Sendou, un investissement de 60 milliards de francs CFA porté par le groupe Sénégindia. Ce projet industriel structurant vise à renforcer la valorisation des productions agricoles, dynamiser l'économie des territoires et enfin générer un impact social significatif avec plus de 450 emplois directs et près de 200 emplois indirects. Je vous propose d'écouter tout de suite le président de la République. Le compte rendu de la cérémonie d'inauguration est signé Abdou Diouf Diagne et Ahmadou Bamba Samba. La commune de Sendou accueille désormais l'une des plus importantes infrastructures agro-industrielles du pays. Le président de la République a inauguré la raffinerie d'huile alimentaire Mavamar, un projet porté par le groupe Sénégindia pour un investissement de 60 milliards de francs CFA. Mesdames, Messieurs, la dépendance de notre pays aux importations d'huile alimentaire constitue un défi majeur que nous devons relever. Elle pèse sur notre balance commerciale et fragilise notre souveraineté alimentaire. Notre ambition est claire: produire davantage localement, transformer sur place et consommer ce que nous produisons. L'impact du projet dépasse largement le cadre industriel. L'unité permettra la création de 450 emplois directs et 200 emplois indirects, offrant ainsi des opportunités durables aux populations locales et renforçant le tissu économique de la zone. À terme, cette infrastructure permettra la création de 450 emplois directs et de 200 emplois indirects, contribuant ainsi de manière significative à l'emploi des jeunes et à la dynamisation du tissu économique national. Les choix technologiques et les importantes capacités de production installées traduisent une conviction forte, celle d'une industrialisation durable qui repose sur la maîtrise des outils, de normes et des compétences.
Le président de la République a ainsi lancé un appel clair au secteur privé national, l'invitant à s'inspirer de l'initiative du groupe Sénégindia afin de multiplier les investissements structurants au service de la souveraineté alimentaire et du développement économique du Sénégal. Après 10 années d'existence, le programme national des bourses de sécurité familiale franchit une nouvelle étape. La Délégation générale à la protection sociale et à la solidarité nationale a organisé un atelier de partage dédié au processus de recertification des bénéficiaires. Ce processus articulé autour de l'équité, de la confiance et de l'efficacité vise à garantir une aide toujours plus juste et performante, permettant notamment l'intégration de nouveaux ménages issus du registre national unique. Nous écoutons tout de suite Matar Sen, délégué général à la protection sociale et à la solidarité, qui nous en dit plus au micro de Al-Hassan Ba et Modou Diop. La vie évolue, les situations changent. Certains ménages deviennent moins vulnérables, tandis que d'autres basculent dans la difficulté. Pour rester juste, nous devons rester à jour. C'est précisément le sens de la recertification. Après plus d'une décennie de mise en œuvre, elle est devenue indispensable, non pour compliquer les procédures, mais pour corriger, renforcer et sécuriser le dispositif. La recertification poursuit 3 objectifs fondamentaux. D'abord, l'équité, garantir que l'aide parvienne réellement à celles et ceux qui en ont besoin. Ensuite, la confiance. Une politique sociale s'inscrit dans la durée lorsqu'elle est transparente, comprise et perçue comme juste. Enfin, l'efficacité. Mieux cibler, mieux gérer les ressources et produire davantage d'impact social. Cette recertification permettra également d'accueillir de nouveaux bénéficiaires issus du registre national unique RNU, dont la mise à jour et l'extension à 1 million de ménages viennent d'être finalisées. C'est un acquis majeur qui nous offre une base plus large et actualisée pour mieux orienter l'action publique. Concrètement, nous devons clarifier l'approche et les critères de recertification, les modalités pratiques sur le terrain en lien avec les services déconcentrés et les collectivités territoriales. Le sport scolaire a été lancé ce matin aux Parcelles Assainies sous l'égide de l'inspection d'académie de Dakar et en présence des forces armées. Modèle de rigueur pour les élèves, cette cérémonie a servi de tribune à l'inspecteur Cherfaï. Ce dernier a lancé un cri de cœur, un cri d'alerte solennel contre l'usage de la drogue, de l'alcool, mais aussi du tabac en milieu scolaire. Nous écoutons l'inspecteur Cherfaï au micro d'Al-Hassan Ba. Si nous avons choisi ce format dynamique, c'est pour célébrer le sport dans sa dimension physique mais également éducative, puisque le sport reste et demeure le cadre d'éducation aux valeurs par excellence. Les valeurs sportives olympiques que sont l'excellence, le respect, l'amitié, l'engagement citoyen et la solidarité sont toutes des valeurs partagées que l'éducation cherche à inculquer aux élèves à travers l'initiative UNITE, nouvelle initiative pour la transformation humaniste de l'éducation. Il faut aussi noter que nos valeurs endogènes de courage, de diom, de fit, de résilience et de persévérance ne sont pas que des mots. Ce sont des armes pour la réussite personnelle et professionnelle, des armes pour la réalisation de son avenir. Le cas de nos lions de la Teranga en est une parfaite illustration. En nous accompagnant, l'armée nous inspire et nous enseigne les valeurs qu'elle incarne avec beaucoup d'élégance et de noblesse, que sont la loyauté, la rigueur, la discipline, le patriotisme et le sens du don de soi. Cependant, chers élèves, ce rassemblement est aussi une tribune de vérité. Un fléau gangrène nos écoles au niveau de Dakar. C'est l'usage des substances psychoactives, cigarettes, drogue, alcool, qui sont en train de saborder l'avenir de beaucoup d'entre vous. Nous saisissons cette opportunité cruciale qui nous est offerte aujourd'hui pour alerter les élèves sur les dangers des substances psychoactives qui menacent la stabilité de l'école dakaroise.
À Rufisque-Ouest, des centaines de jeunes issus de plusieurs filières ont officiellement bouclé leur session de validation des acquis de l'expérience VAE, une initiative portée par la mairie de Rufisque-Ouest dans le cadre d'un programme gouvernemental en faveur de l'employabilité. À l'issue de la formation, les bénéficiaires ont reçu leur diplôme, titre ou certificat professionnel, consacrant ainsi des compétences acquises sur le terrain. La maire de la commune, Astou Gueye, a saisi l'occasion pour plaider auprès du ministère de l'Emploi et en faveur de l'extension du programme à davantage de jeunes. Nous écoutons Astou Gueye au micro d'Abdou Diouf Diagne et d'Ahmadou Bambasson. Nous avons vu une participation massive des jeunes, ce qui prouve l'importance de cette session, mais également le besoin de formation au niveau des populations. Je lance un appel aux autorités, surtout côté accompagnement. Et le ministre également a promis de lancer une autre cohorte de 1000 jeunes pour la formation des métiers de tension. Cette formation va s'étendre sur d'autres métiers qui n'ont pas été tenus en compte dans ce programme. Nous le remercions et vraiment nous tendons la main parce que ce qu'on est en train de faire, je l'ai dit la dernière fois, c'est une branche de ce que le ministre doit faire. Nous le faisons également pour le Premier ministre, nous le faisons aussi pour le président de la République. Nous avons un partenaire qui est la mairie de Cayenne. Nous avons aussi besoin d'un accompagnement au niveau du ministère des Affaires étrangères, un portage institutionnel qui va permettre à ce projet qu'on est en train de dérouler d'aboutir à quelque chose de vraiment concret. Allez, destination Keur Massar à présent pour parler de ces transporteurs qui alertent sur la recrudescence des accidents de la route enregistrés ces derniers mois. Le secrétaire général de l'Union des transporteurs, Gora Khoma, estime que le non-respect du code de la route en est la principale cause. Il appelle les autorités en charge du transport à appliquer les recommandations issues des états généraux des transports publics afin de mettre un terme à ces accidents. Les chauffeurs de Keur Massar ont également bénéficié d'équipements remis par le ministère des Transports. Nous écoutons Gora Khoma au micro d'Aminata Baye et d'Ousmane Baldé. Aux nombreux accidents constatés, que le président de la République a fait une sortie pour parler avec les acteurs, que chacun prend sa responsabilité sur le fléau des accidents. C'est à partir de ce moment le ministre des Transports, M. Yankoba Diémé, a demandé à tous les acteurs de prendre langue avec leurs adhérents, de faire une communication responsable, que les acteurs routiers sachent que c'est des responsables. L'accident qui s'est produit à Matam vient y ajouter encore au nombre de blessés et morts. Le sang coule. Le ministre qui est représenté par l'AMF dotait plutôt un lot de matériel en guise d'échantillon, des triangles, des extincteurs, des gilets, pour montrer l'image au respect du code de la route. C'est le code qui n'est pas respecté au Sénégal. Mais si le code était respecté, il y aura moins d'accidents. Nous essaierons encore de refaire encore la communication, attirer l'attention de tous au respect des directives du code de la route, à ne pas négliger. Nous devons tout faire pour relever le défi puisqu'il y a trop de bureaux. Et que le président a pris des mesures fortes même. Et toutes ces mesures ont été inscrites dans le document des États généraux. Un document important qui était à la table du président de la République, mais qui fait maintenant l'objet d'appliquer les directives et les conseils sortant du document des États généraux. Nous ne cessons de compter des morts et il faut que ça s'arrête. Quand la semaine passée, que le président de la République a sorti le document et demande au gouvernement d'appliquer. Et ce que nous attendons de lui. Et nous restons dans le monde des transports pour parler de cette colère noire des Jakartamen de Saint-Louis. Ils ont barré le pont Faidherbe aujourd'hui pour dénoncer les nombreuses tracasseries dont ils font l'objet pour ces conducteurs communément appelés tchak-tchak. Il n'est plus possible de reverser une quelconque somme d'argent ni à la police municipale, encore moins à la police nationale. Ibrahima Mengue, leur porte-parole, nous l'écoutons au micro de Seynou Diop. Je viens de Tamba et je suis à Saint-Louis depuis quelques années. Mais ici, nous vivons l'enfer depuis quelques mois à cause des éléments de la mairie et de la police de Saint-Louis. On paye parfois 7 000 francs CFA à la police. Et du côté de la mairie, on paye 24 000 francs CFA.
Ce n'est pas normal. Certains agents de la mairie de Saint-Louis portent des gilets de la police. Nous sommes dans un pays pauvre et les policiers continuent de nous réclamer de l'argent. Nous avons des familles à gérer et on nous oblige à payer chaque jour plus de 5 000 francs CFA. Il y a quelques jours, un policier m'a arrêté et j'ai tout payé avant de repartir. Nous sommes très fatigués à Saint-Louis. Nous demandons de l'aide aux autorités compétentes. Allez, nous restons dans le Nord pour cette fois-ci évoquer cette tournée du ministre des Infrastructures. Déthié Fall s'est réjoui de l'état d'avancement des travaux de construction de l'université Souleymane Niang de Matam à plus de 70% de taux d'exécution. L'ouverture en octobre prochain n'est plus un rêve, mais plutôt une certitude. Le point, c'est avec Ali Bandelnian. En tournée à l'intérieur du pays, le ministre des Infrastructures est venu visiter les travaux de construction de l'université de Matam. Ce projet, dont l'état d'avancement a fini de susciter l'espoir de toute une population, et conformément aux indications des autorités gouvernementales, l'ouverture en octobre prochain n'est plus un rêve. En termes de taux d'exécution physique, nous avons un taux d'exécution qui environne 70%. Nous sommes largement dans le délai et nous espérons livrer le bâtiment à terme. Et pour cela, nous avons fait une organisation et une méthodologie de travail de telle sorte que, à partir de la visite du ministre, comme ça s'est fait déjà, nous mettrons tout en œuvre pour pouvoir atteindre les objectifs de livraison. Et quelle est cette méthodologie que vous avez? Cette méthodologie consiste à faire une rotation dans le chantier et à considérer chaque bâtiment comme un chantier à part entière. Ça va passer en considérant chaque bâtiment comme un chantier. Cela va de soi que le nombre d'ouvriers et de main-d'œuvre va augmenter. Puisque nous tendons vers la fin du gros œuvre, c'est pour cela que nous avons décidé de prendre chaque bâtiment pour un chantier. Séduit par l'état d'avancement des travaux, le ministre des Infrastructures, guidé par l'architecte et le recteur, a salué le sérieux et la rigueur de l'entreprise. Sur une bonne fondation du savoir au présent, peut se déposer n'importe quelle ambition du futur. Ne cesse de nous le rappeler le chef de l'État et le Premier ministre. Au niveau de l'université de Matam, nous notons une avancée assez significative sur le gros œuvre, comme ce qui a été noté à Tambacounda, mais rappeler toujours ne jamais se relâcher avec cette avancée notée sur cette partie, d'autant plus que parfois et le plus souvent d'ailleurs dans les constructions modernes, le second œuvre peut constituer le plus gros du travail. Et augmenter l'effectif, les heures de travail et pourquoi pas être dans la philosophie pour chaque bâtiment comme s'il ne s'agissait que de ce bâtiment. À moins de 9 mois du premier délai de livraison, le recteur de l'université Souleymane Niang de Matam a fait part des actions déjà entreprises dans le domaine pédagogique. Il faut rappeler que l'université Souleymane Niang sera composée de 6 pôles avec une offre diversifiée de formation dans les domaines de la science, de gestion et de l'agriculture. Dans le reste de l'actualité, cette affaire de faux extraits de naissance qui a éclaboussé la mairie de Marsassoum, un scandale qui révèle plusieurs failles dans la gestion de l'état civil dans cette commune. L'information est donnée par le directeur général de l'Agence nationale de l'état civil. Dans le même temps, un constat à Ziguinchor, plus de la moitié des communes de la région ne disposent pas de plan de développement local. Les détails, c'est avec Boubacar Diassi et Lamine Mandjan. L'affaire des faux extraits de naissance qui a été à l'origine de l'arrestation de personnes à Marsassoum a révélé certaines défaillances qui existaient dans la gestion de l'état civil dans cette commune. C'est ce qui résulte d'une visite que le directeur général de l'Agence nationale de l'état civil a effectuée sur place. D'accepter qu'il y a un problème afin de trouver une solution. Et nous avons proposé des solutions techniques, des solutions d'accompagnement, autant du point de vue capital humain, matériel, mais aussi du point de vue de la digitalisation pour régler une bonne fois pour toutes donc, cette question au niveau de Marsassoum, mais aussi qui prospère donc, dans la zone sud où nous sommes aujourd'hui. Le DG de l'ANEC s'exprime ainsi au sortir de cette rencontre de l'Agence régionale de développement de Ziguinchor avec la quasi-totalité des maires de la région. Le directeur de l'ARD, qui a convoqué cette rencontre, a aussi noté des défaillances quant à la gestion de la moitié des mairies
de sa région. 50% de collectivités qui ne disposent pas de documents de planification aujourd'hui. D'ici le mois de juin, nous voulons en arriver à 100% de collectivités, l'ensemble des collectivités de la région dotées de documents de planification. Ça, c'est un premier aspect. Le second aspect, remettre en fait, reconstituer la base de données de l'ARD. Car la région de Ziguinchor compte 30 communes. À présent de cette délégation de la FAO accompagnée de 45 experts nigérians spécialisés dans la restauration des terres et qui a effectué une visite à la réserve naturelle communautaire de Koili Alpha. Koili Alpha, c'est dans le département de Linguère, plus précisément la commune de Moula. Ces experts se sont inspirés de l'expérience sénégalaise dans la lutte contre la désertification. Ils ont échangé avec les populations locales sur place sur l'impact du projet et ont pu constater sur le terrain les réalisations ainsi que les succès enregistrés. Nous écoutons tout de suite Marc Parfondry, expert forestier à l'AFAO, qui nous parle au micro de Mamadou Moustapha Ndiaye Siditiam. On est dans le cadre d'une visite d'échange entre des experts qui viennent du Nigeria. On a 45 personnes du Nigeria qui travaillent sur la restauration des terres et sur la Grande Muraille Verte. Et ils sont venus ici pour observer les résultats, les réalisations, les succès de la mise en œuvre de la Grande Muraille Verte. Alors, il faut déjà rappeler que cette visite elle a lieu dans le cadre d'un projet qui s'appelle Acresal. C'est un projet qui est financé par la Banque mondiale au Nigeria et la FAO apporte un appui technique à ce projet. C'est un projet qui concerne 19 États du nord du Nigeria. Ce sont des États qui sont soumis à la dégradation des terres et la sécheresse et qui font face à des problématiques qui sont similaires à celles qu'on peut observer ici. Ils ont pu observer ici la réserve naturelle communautaire de Koili Alpha. Ils ont pu observer comment les communautés ont été impliquées dans la mise en place de la réserve, comment la faune sauvage a été réintroduite, comment les écosystèmes ont été restaurés par la plantation d'arbres et aussi d'espèces herbacées. Et je pense qu'il va y avoir maintenant une émulation au niveau du Nigeria, au niveau de ce projet, grâce à l'observation et le fait d'avoir pu tirer les enseignements de ce qu'ils ont vu pendant toute la visite. Et puis, si vous êtes pêcheur ou habitant du littoral, l'ANARCIM vous invite à la prudence et pour cause, une houle d'environ 3 mètres est attendue dans la nuit de mercredi à jeudi. Cette nuit, donc, sur le littoral allant de Saint-Louis à Ziguinchor en passant par Dakar et la Petite Côte, le phénomène devrait s'atténuer à partir de dimanche. Nous écoutons les précisions d'Abdoulaye Diouf, responsable du service prévision et réduction de risque au sein de l'ANACIM. L'ANACIM vous annonce l'arrivée d'une houle dangereuse sur le littoral sénégalais. Et cette houle est quand même assez intense avec une hauteur qui atteindra 3 mètres voire 3,50 m sur l'axe Saint-Louis-Dakar. Mais aussi, elle peut atteindre 2,5 m de hauteur, c'est-à-dire une hauteur moindre que sur la Grande Côte, sur l'axe Petite Côte Casamance, c'est-à-dire sur l'axe Mbour-Casamance. Et cette houle est attendue à partir de ce jeudi à 0h, c'est-à-dire la nuit du mercredi au jeudi, et devrait se dissiper à partir du dimanche 1er février 2026. Donc, de ce fait, nous profitons de cette occasion pour sensibiliser nos amis pêcheurs à prendre conscience de l'arrivée de cette houle et de prendre les dispositions jusqu'à ce que celle-ci puisse s'en aller. Destination Porokhane où les délégations se bousculent en prélude au Magal prévu demain jeudi. La direction générale du Crédit Mutuel sénégalais a été reçue dans la cité religieuse par Serigne Bass Porokhane, représentant du Khalif général des Mourides Serigne Mountakha Mbacké. Pour la bonne marche de cet événement religieux, eh bien, le CMS a apporté sa contribution, une contribution composée de denrées de première nécessité. Et nous écoutons tout de suite Amadou Diop, c'est le directeur général de CMS qui nous en dit plus au micro d'Ousmane Deme et Thierno Diallo. Tous les ans, nous venons rendre visite à Serigne Bassirou Porokhane et au Khalif général des Mourides, Serigne Mountakha Bachirou, pour
apporter la contribution du CMS à l'organisation du Magal de Sokhna Diarra Bousso. Oui, enfin, généralement, comme on le dit, dans la culture sénégalaise, on n'aime pas énumérer le contenu d'une aide. Donc nous avons essayé d'appuyer l'organisation du Magal en fournissant des denrées de première nécessité qui sont très souvent très utiles pour l'organisation de cette fête. Seigne Bassirou, au nom de Serigne Mountakha, a magnifié le geste du Crédit Mutuel du Sénégal et se réjouit de nous voir tous les ans venir accompagner l'organisation et donc à prodiguer des conseils et surtout des prières à l'endroit de notre chère institution. On a une caisse qui est à 7 km de Brokhane, c'est-à-dire à Nioro, mais on a aujourd'hui, à travers l'offre digitale, nous avons donné la possibilité à l'ensemble de nos sociétaires de pouvoir agir, de pouvoir accéder à leur compte tous les jours, 24 heures sur 24. Donc aujourd'hui, avec l'offre digitale du Crédit Mutuel du Sénégal, le sociétaire n'est plus désemparé parce qu'une caisse n'est pas ouverte, parce qu'il a besoin de son argent un peu tard le soir. On a l'habitude de dire qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Alhamdulillah, par la grâce de Dieu, on n'a jamais été seul. Et par la grâce de Dieu, on a toujours été devant. Et on continue à l'être. Les sports à présent avec le verdict de la commission de discipline de la Confédération africaine de football qui tient en haleine tout un peuple en proie à des sanctions à l'issue de la finale de la CAN 2025 émaillée par des incidents. Le sélectionneur Pape Bouna Thiaw, mais aussi les joueurs Ismaël Assar et Iliman Ndiaye auditionnés mardi vont connaître leur sort au plus tard ce jeudi. Des sentences qui doivent porter sur certains matchs et qui seront sur quelques matchs plutôt et qui seront sans risque pour le mondial 2026. C'est la conviction d'Hubert Meng, directeur de publication du quotidien Record, que je vous propose d'écouter au micro de Cher Salibou Diarra. Sur le sort du Sénégal après l'audience à la commission de discipline de la CAF, qui doit incessamment rendre son verdict, il y a plus de peur que de mal. Iliman Ndiaye et Ismaël Assar qui ont été auditionnés risquent effectivement d'être sanctionnés. Maintenant, eu égard à ce qu'on leur reproche, je pense que ces sanctions-là pourraient ne pas être lourdes et se limiter à des suspensions pour un certain nombre de matchs. Et également, ces sanctions-là ne vont pas s'appliquer, d'après la communication de la FIFA, ne vont pas s'appliquer à la Coupe du Monde, mais se limiter à la CAN et donc aux prochaines éliminatoires de la CAN 2027. Et là, bon, donc on peut penser que ces sanctions-là pourraient aller jusqu'à un maximum de 4 matchs. Moi, je ne m'attends pas à plus. Et pour les joueurs, peut-être 1 ou 2 matchs. Et pas plus. D'autres sanctions sont aussi envisageables. Il y a eu le débordement des supporters. Cela peut également valoir à la fédération, je pense, une sanction financière. Maintenant, l'autre sanction pourrait tomber sur le président de la fédération sénégalaise de football pour les critiques qu'il a formulées vis-à-vis de la CAF lors de la rencontre qui a été organisée à Bambey. Il s'est exprimé en Wolof, mais son message est passé sur l'international et donc traduit et tout le monde a eu vent de ça. La Confédération africaine de football, à travers sa commission de discipline, qui a procédé aux auditions des parties prenantes à 48 heures pour rendre ses sentences, des décisions qui toutefois seront susceptibles d'être attaquées. Voilà qui met fin à ce journal que je suis ravie de vous avoir présenté. L'actualité se poursuit sur toutes nos plateformes digitales un peu plus tard. Dans la soirée, vous aurez votre émission du mercredi, Faram Fatché, animée par Pape Ngangay. Et tout de suite, vous recevrez pour la deuxième partie de Soir d'Info, Jean-Paul Ndour. Jean-Paul qui est d'ailleurs déjà là, présent sur le plateau. Bonsoir Jean-Paul. Bonsoir Sarah. Alors on parle de quoi ce soir? Nous recevons dans Soir d'Info Papa Hassan Diop, qui est le porte-parole du collectif des agents d'Excaf Télécom. Il réclame 12 mois de salaire. La presse en souffrance, n'est-ce pas? C'est ça. Bon magazine, Jean-Paul. Excellente suite de programmes à vous, chers téléspectateurs, et agréable soirée.